Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui je vous parle des lectures que j'ai faites dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, la partie 2. J'avais déjà fait une première vidéo pour vous parler des lectures que j'avais faites pendant le mois de septembre, la moitié octobre. Et là on va parler des lectures que j'ai faites durant la deuxième moitié du mois d'octobre et le mois de novembre. Donc je les ai juste ici, je vous montre ça. Donc j'ai lu tout ça en 1 mois et demi, c'est quand même bon. Ceux qui n'ont peut-être pas suivi l'histoire, ça fait 2 ans et demi maintenant que je vis avec des douleurs chroniques au dos. Même si ça s'améliore, des fois j'ai des rechutes, donc je privilégie les livres audio. Mais malheureusement, ce ne sont pas tous les livres qui sont en audio. Un que je voulais vraiment lire d'ailleurs, qui est édité chez Lucerne Rousse par Véronique Blanchette, le tome 2 de Scarlett, que je trouve excellent mais que je dois lire par 5 minutes en 5 minutes et c'est vraiment frustrant. Donc je peux vous en reparler dans 6 mois quand j'aurai la chance de le terminer, mais pour l'instant c'est vraiment bon. Et à cause de tout ça, malheureusement je n'ai pas pu terminer le Pumpkin Autumn Challenge. Je m'étais donné comme défi de lire au moins un livre par catégorie. Et ça n'a pas fonctionné. Je me suis quand même rattrapée avec pas mal de bandes dessinées qui n'étaient pas prévues à l'origine. Donc on va regarder tout ça tout de suite. Donc le premier livre que je voulais vous parler, il s'agit de Shadows House par Somato chez Glénat. C'est un seinen et c'est le premier tome. Et si vous connaissez The Promised Neverland, c'est le même scénariste. Donc si vous aimez les ambiances un peu sombres, un peu bizarres avec des affaires étranges qui se passent, je pense que vous pourriez aimer celui-ci. Ici on va être dans un manoir et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Emilico et qui est ce qu'on appelle une poupée vivante qui vient d'être réveillée et qui va être un peu nouvelle face à la vie et on va vraiment apprendre à connaître ce monde-là à travers ses yeux, un monde qui est assez étrange parce que dans ce manoir-là vivent des shadows. Donc des personnes qui sont totalement faites de suie. C'est bizarre, c'est très malpropre parce que ça met de la saleté partout. Et les poupées vivantes vont servir non seulement à nettoyer le manoir, mais aussi à être des miroirs vivants pour exprimer les émotions que les shadows ne peuvent pas démontrer puisqu'ils n'ont aucune expression faciale. Donc ça va être un apprentissage assez difficile pour Emilico qui est super gaffeuse, mais elle est tellement adorable que sa maîtresse Kate, elle va essayer de tout faire pour essayer de la protéger, mais ça va être vraiment difficile pour elle. Surtout que dans les prochains tomes, il y a ce qu'on appelle l'exhibition, et puis cette exhibition-là, c'est tout simplement quand les shadows vont présenter leur poupée vivante au maître de la maison et eux vont décider si on les garde ou si on s'en débarrasse. J'allais dire on les tue, mais je sais pas si c'est vraiment des êtres vivants ou qu'est-ce que c'est exactement. Très étrange, il y a beaucoup de mystères autour de ça. Mais j'ai surtout hâte de voir aussi le processus d'apprentissage de la petite Emilico qui va devoir, je pense, en apprendre énormément sur le métier de poupée vivante et j'espère qu'on va avoir aussi beaucoup de réponses parce qu'il y a énormément de mystères. Mais pour l'instant, c'était vraiment un gros coup de cœur. J'ai acheté les tomes 2 et 3, j'ai pas lu encore. Je me demande si je vais attendre jusqu'à l'automne prochain qui est une période qui se prête si bien à ce genre de récit. Est-ce que je vais être capable d'attendre ou est-ce que je vais les lire avant? Seul l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, j'ai adoré. Ensuite de ça, j'ai lu les tomes 2 et 3 de Alpi de Soul Center. C'est par Rona chez Kiun. Donc, je pense que je vous avais déjà montré les couvertures, là, mais je les trouve tellement belles. Donc, ici, on a le tome 2 et... non, tome 3 et le tome 4. Je dis n'importe quoi. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Alpi et qui est Soul Center. D'où le titre Alpi de Soul Center. Donc, qu'est-ce qu'une Soul Center? Vous allez me demander. Et c'est une très bonne question. C'est les personnes qui vont être en charge un peu de la fin de vie des divinités. Donc les divinités dans ce monde-là, ce sont des espèces d'énormes animaux qui vont apporter que du positif de leur vivant et quand ils vont mourir, malheureusement, leur carcasse va se dégrader, ils vont entraîner la mort et la déchéance et le chaos autour d'eux tant que l'esprit de la divinité n'est pas libéré du corps.
Et les Soul Senders, ça va être ça, leur métier, ça va être vraiment ouvrir la carcasse et libérer l'esprit. Et malheureusement, ça va être au péril de leur vie puisque c'est pas sans séquelles qu'ils vont devoir faire ça. Ça laisse vraiment des traces, c'est assez violent, on dirait comme que c'est quasiment de l'acide sur leur peau. Mais heureusement, il y a des temples où ils peuvent aller pour aller se purifier. Et dans cette série-là, Alpi est à la recherche de ses parents qui font le même métier qu'elle et elle va se mettre à la recherche parce qu'ils sont partis depuis plusieurs années. Et là, enfin, dans le tome 3 et le tome 4, on a enfin des réponses où pourraient être ses parents. On sent que Alpi se rapproche. Elle va faire la découverte d'une ville bibliothèque. C'est pas le rêve de tous les lecteurs, ça, avoir une ville où il n'y a que des livres. Et dans cette bibliothèque-là, malheureusement, il y a un être qui est pas tout à fait correct. On pense qu'il fait des tests genre de laboratoire sur des divinités, ce qui est complètement aberrant dans cet univers-là. Et Alpi va essayer de résoudre ce mystère-là. Elle sait que ses parents sont déjà passés par là. Elle sait que sûrement qu'ils ont essayé de poser des actions. Est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce que c'est vraiment des divinités sur lesquelles le bibliothécaire fait des tests ou ça va être sur ses parents? Je pense qu'on va avoir des réponses dans le prochain tome, mais j'ai très hâte, très hâte de lire la suite. Ça, c'est vraiment une de mes séries coup de cœur. Il y a un super beau parallèle avec l'écologie. C'est un peu plus jeunesse, mais encore là, je pense que ça passe même pour un public adulte parce qu'il y a plein d'actions, plein d'aventures. Et les graphismes sont un peu orientaux, ça rappelle vraiment le Moyen-Orient, des fois même le Tibet. Bref, il y a beaucoup de mélanges de cultures qui se retrouvent dans les dessins et c'est juste magnifique. Un manga que j'ai lu, je pense qu'il n'était pas prévu à la base, c'est L'Éden des sorcières par Yumeji chez Kiyun. C'est aussi un CNN et c'est le tome 1 d'une série. C'est un univers, encore une fois, qui fait un super beau parallèle avec l'écologie, puisqu'ici, on va avoir une jeune fille qui est une sorcière et qui vit dans un espace clos, coupé du monde, où il y a énormément de nature, d'arbres et tout ça. Donc cette jeune fille s'appelle Pili et elle ne sait pas qu'à l'extérieur de ce sanctuaire-là, il n'y a plus de nature, l'humain a vraiment tout ravagé, même les animaux. Et un beau jour qu'elle va finalement essayer d'aller voir un peu ce qui se passe, elle va être suivie et des gardes qui traquent les sorcières comme elle. En fait, ce qu'elle fait des sorcières, c'est ceux qui ont vraiment un lien avec la nature et qui peuvent lui parler plutôt. Et ces gardes-là, malheureusement, ils vont tuer son mentor qui est très âgé et Pili va devoir partir en cavale puisqu'elle va être traquée par ces gardes-là. Donc elle va surtout faire la connaissance d'un loup qu'on voit sur la couverture qui est comme un esprit de la nature fait chair. Et ce loup-là va vouloir avec elle aller chercher l'Éden des sorcières qui est comme un peu un sanctuaire géant où toutes les sorcières seraient rassemblées et qui pourrait amener à Pili des réponses, mais surtout c'est un endroit où avec les sorcières, la nature vit en paix et c'est hyper rare dans ce monde-là, donc ils vont partir sur les traces de ce monde-là. Les dessins sont quand même un peu plus sombres que ce que je suis habituée. Il y a un côté assez noir, assez sombre, un peu moins enfantin justement, un peu moins rond dans le trait du dessin comme j'aime d'habitude. Mais j'ai vraiment apprécié et cet univers-là me fascine vraiment. J'ai vraiment hâte de mettre la main sur le tome 2. Bon, à date, je vous ai parlé de juste des coups de cœur. Malheureusement, un livre que j'ai un peu moins aimé, il s'agit de Jizo par Mato et Monsieur Tan chez Glénat. Ici, c'est un one-shot. C'est vraiment un bel ouvrage. Comme vous voyez, il est comme un peu plus grand qu'un manga normal. Je peux peut-être vous montrer comparaison. Oh, pas tant que ça, mais quand même, il est un petit peu plus gros. C'est un objet livre que tu as envie d'avoir dans ta bibliothèque. C'est un livre que j'ai longtemps mis sur ma wishlist et que j'espérais avoir depuis super longtemps. J'ai attendu jusqu'à l'automne pour le lire parce que je pense que je l'avais reçu à Noël dernier. Et malheureusement, ça a été une petite déception pour la simple et bonne raison que c'est le sujet traité qui m'a vraiment généré de l'anxiété. J'arrête de vous teaser. Ici, on va suivre Aki, qui est vraiment un petit garçon qui est complètement perdu dans un monde où personne ne semble lui porter attention. Il va essayer de demander son chemin à des gens, mais personne ne lui répond, personne
ne semble le voir. Et un beau jour, Aki va faire la connaissance d'un jeune garçon qui s'appelle Jizo. Et Jizo, lui, semble être le seul qui le voit. Il va essayer de le cacher d'une espèce de sorcière qui traîne des cadavres d'enfants morts derrière elle et qui essaie d'attraper Aki. Et il ne comprend pas pourquoi Jizo le ramène tout simplement pas chez lui jusqu'au beau jour où finalement il va le ramener à la maison. Et là, Aki va avoir comme un éclair de génie, il va tout comprendre qu'est-ce qui se passe. Je vous en dis pas plus, mais je pense que vous savez où est-ce que ça s'en va, vous savez sûrement de quel sujet il est traité et malheureusement ce sujet-là en particulier, ça génère vraiment de l'anxiété chez moi, tout ce qui a trait à la mort, à l'au-delà et tout ça, c'est vraiment difficile, même si c'était un super beau message et que c'était super émotif. Je ne pense pas garder ce livre-là chez moi juste parce que juste le voir, ça ne m'apporte pas des émotions positives et j'essaie vraiment de m'entourer de positif dans ces temps-là, dans ces moments-là et malheureusement pour moi ça l'a pas fait. Mais je pense que si vous aimez ce genre d'histoire, si vous cherchez une histoire qui peut traiter de mythologie japonaise, parce que les Jizo, c'est des petites créatures du folklore japonais qui sont des statuettes en pierre qui sont là pour protéger les enfants dans l'au-delà. Je pense que ça peut être un super beau clin d'œil pour découvrir la mythologie japonaise et ses déités, ses divinités et le folklore. Ensuite de ça, j'ai lu une trilogie de comics. Il s'agit de The Steel Prince par Victoria Schwab et Andrea Olimpieri au dessin. C'est édité chez Urban Comics, non, Urban Link en français. Et j'ai les 3 premiers tomes, comme je vous disais. Donc ici, on a le tome 1, le tome 2 et le tome 3 qui est beaucoup plus sombre je trouve. Donc ici ça va être vraiment un prequel de la trilogie de Shades of Magic de Victoria Schwab qu'elle a écrit avant bien sûr cette trilogie là, mais cette trilogie là se passe avant l'histoire. Donc c'est un prequel et c'est une série où on va suivre surtout le roi, plutôt le prince Maxime avant qu'il soit roi, donc une vingtaine ou une trentaine d'années justement avant l'histoire principale. Et on va suivre à travers le Londres rouge surtout parce que si vous ne connaissez pas la série, ici on est dans un univers où il y a des mondes parallèles, où il y a 4 Londres qui sont vraiment le point central de tout l'univers. Le Londres gris qui est comme notre univers, le Londres rouge qui est un univers où il y a de la magie, le Londres blanc où il y a de la magie mais où c'est corrompu, et le Londres noir où il a été tellement corrompu que les gens ont toutes fermé les portes de ce monde-là. Donc ici on est surtout dans le monde rouge où il y a de la magie et on va se rendre compte que Maxime a des pouvoirs et des affinités avec le métal. C'est vraiment intéressant de voir le background de ce personnage-là dont le père va l'envoyer dans une espèce de ville côtière où il y a des pirates, où il y a des affaires bizarres qui se passent. Et Maxime n'a peur de rien, il n'a pas froid aux yeux, il va affronter tout ça en étant le chef de l'armée là-bas. Il veut se faire respecter de son peuple, mais il veut surtout se prouver à lui-même qu'il y a une raison derrière les Antari qui sont des personnes avec des pouvoirs spéciaux et qui peuvent surtout traverser entre les mondes. Et lui va être vraiment fasciné par ça, il veut vraiment en avoir un au service du royaume. Et plein de liens comme ça qui vont être faits avec la trilogie principale. J'ai trouvé ça super bien. Par contre, j'ai pas été super fan des dessins qui sont vraiment un style de comics traditionnel. Et moi, je trouve que c'est pas vraiment ce que je recherche dans les dessins. C'est beaucoup trop réaliste. C'est très sombre, je trouve que ça manque même d'émotion, de subtilité, de raffinement, c'est très carré, très brut et c'est peut-être un style que j'aime. Je pense que c'est un des premiers trucs que Victoria Schwab a fait dans ce genre-là et c'est une de mes autrices préférées donc je suis toujours contente de retrouver sa plume, peu importe la forme. Un autre livre qui n'était pas prévu mais que j'étais super contente de recevoir et de lire pour le coup, il s'agit de Élie et Gaston, La forêt des souvenirs par Ludovic Villain et Céline Desrignocourt. C'est chez Ankama et c'est le tome 2, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc j'avais lu le premier tome l'année dernière pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc j'ai décidé de réitérer l'expérience cette année. Ici on va suivre la petite Élie
qui un beau jour avec son chien vont décider d'aller dans la forêt parce qu'ils ont entendu une histoire et ils veulent voir de quoi il en retourne. Ils vont tomber sur un vieillard et une adolescente qui semble dire qu'il faut qu'ils aillent sur une île. Donc avec eux, ils vont aller sur cette île à la recherche d'une fleur de lune qui ne fleurirait qu'une fois tous les 100 ans. Et c'est l'île des gardiens ou de la tour des gardiens. Et à travers ce voyage-là, Ellie va se rendre compte qu'elle a peut-être un lien particulier avec la nature, avec des créatures un peu étranges de cet univers-là, comme des petites roches qui sont animées, qui sont vivantes. Et sur cette île-là, justement, ils vont se rendre compte que c'est pas le nom, la tour des gardiens qui est choisi au hasard. Et Ellie va se rendre compte qu'elle a vraiment une place plus importante que ce à quoi elle pensait dans cet univers-là. Donc je vous en dis pas plus, mais ça s'en va vers un truc un peu plus magique et un peu plus justement avec des créatures fantastiques et tout ça que ce qu'il y avait dans le premier tome, et c'est vraiment mon plus grand bonheur. Donc j'ai vraiment hâte de voir où la suite va nous mener. Est-ce qu'il va y avoir plus de magie? Est-ce qu'on va avoir plus d'informations sur ces gardiens-là? Et j'ai vraiment hâte de voir où s'en va cette histoire-là et ce qu'elle va advenir de notre petite Ellie. Bref, encore une fois, super bonne lecture, un peu plus jeunesse, mais moi ça me plaît, des histoires où il y a des créatures fantastiques, un peu de magie, des histoires de famille, avec des secrets de famille. Je pense que si vous êtes ici, vous commencez à connaître mes goûts, mais ça tombe pile là-dedans. Ensuite de ça, un tome 4 de série, il s'agit de la boîte à musique, donc la mystérieuse disparition par Gigi et Carbone chez Dupuis. Il s'agit d'un tome 4, donc je vais pas trop vous donner de détails, même si ça spoil pas trop les précédents. Mais je pense que ici, le tome était un petit peu plus lent à mon goût. Je pense que ça va se déployer sur autre chose. C'était vraiment comme un tome pivot. Il y a eu la première trilogie. Et ensuite de ça, il y a ce 4e tome qui nous amène complètement ailleurs. Ici, on va suivre une petite fille qui s'appelle Nola et qui un beau jour va trouver une boîte à musique qui appartenait à sa mère, qui est malheureusement décédée. Et celle-ci va se rendre compte qu'il y a des gens qui vivent dans cette boîte à musique-là et qu'elle peut aller dedans. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va rencontrer des personnages qui sont hauts en couleur, au sens figuré autant qu'au sens littéral. Et ces personnages-là vont faire des aventures avec elle dans les 3 premiers tomes. Donc Nola et ses amis vont se rendre compte que cette femme-là, qui est une espèce de faucon, oiseau, je sais pas trop, mais comme à apparence humanoïde, donc avec une tête d'oiseau mais un corps un peu plus humain. Elle est en relation avec un octopus, donc une espèce de poulpe à l'apparence humaine. Et dans cet univers-là, les gens ne peuvent pas former des couples d'espèces différentes, et sinon ils vont se retrouver en prison. C'est vraiment intense comme punition, mais on voit vraiment le parallèle avec notre univers, et Nola et ses amis vont retrouver la disparue. Ils vont retrouver aussi Monsieur Octopus qui était malheureusement en prison. Ils vont même faire changer la loi auprès du roi pour que les animaux ou les êtres d'espèces différentes puissent être en couple et puissent être amoureux sans qu'il y ait de sanctions. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un super beau message. Et en plus de ça, à la fin, on a vraiment un gros cliffhanger parce que Nola va trouver une clé et la clé est en forme de tête de mort et il se pourrait que ça soit peut-être une autre boîte à musique. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette autre boîte à musique? Je ne sais pas, mais c'est assez intriguant et j'espère vraiment que le tome 5 va être à la hauteur de mes attentes. Je me pense qu'il n'est pas encore sorti au Québec, mais je l'attends de pied ferme. Et le dernier livre, et non le moindre, il s'agit de cette grosse brique Harry Potter, A History of Magic. C'est par Bloomsbury en partenariat avec la librairie, le British Library. Et ce livre-là, je vous avouerai que je l'ai écouté en livre audio et que je me suis servi tout simplement de ce livre-là comme support visuel, puisqu'il y a des super belles illustrations. Il y a aussi des pièces du musée de British Library qui ont retrouvé et qui ont mis juste ici dans le livre. Ici, on va être dans un résumé d'une exposition qu'il y a eu à Londres entre Harry Potter et le British Library,
où ils vont prendre chaque sujet d'étude de Poudlard, que ce soit les potions, la défense contre les forces du mal, les créatures fantastiques. Il y avait aussi l'astronomie, la divination, l'herbologie, bref, je pense que tous les sujets y sont. Et qu'est-ce que le British Library a fait? Ils ont retracé à chaque fois les origines dans nos propres ouvrages de ces thématiques-là. Donc on va voir comme la première fois qu'une sorcière est apparue dans un livre, que ce soit de manière textuelle ou illustrée. On va voir aussi la première fois qu'il est mention des sorcières qui sont autour d'un chaudron. Ça date de genre 1400 en Autriche, par exemple. Mais il y a plein de faits comme ça, c'est super intéressant, c'est super bien amené, il y a vraiment un énorme travail qui a été fait derrière ça et je trouvais ça vraiment intéressant, le parallèle. On va en apprendre aussi sur les fameux sorts, d'où viennent le fameux abracadabra qui est devenu adabracadabra, le fameux sort de mort dans Harry Potter. Et franchement, j'ai donné 5 sur 5, c'était super intéressant. Le livre audio aussi est incroyable. Parce qu'on va avoir plusieurs narrateurs, on va avoir vraiment les gens du musée, du British Library qui nous parlent et je trouvais ça super bien amené. Il doit y avoir comme 60 personnes qui sont impliquées dans ce livre audio, ça n'a aucun sens, mais c'était vraiment bien fait et je le recommande à 100%. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous me direz dans les commentaires si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai peut-être donné envie d'en lire un. Donc nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!